Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Nouvel épisode, nouvelle masterclass où nous allons aborder un sujet peu abordé dans ces épisodes que j'ai pu réaliser sur, on va dire, la complémentarité dans l'expertise comptable d'un cabinet qui s'est développé depuis certaines années entre la France, les Émirats, donc Dubaï en l'occurrence, et puis prochainement d'autres pays, en tout cas d'Afrique du Nord. J'ai le plaisir d'accueillir Sami Serine. Bienvenue Sami. Merci Nicolas. Alors, pour te pitcher, alors peut-être que je peux te laisser même te pitcher directement, Daftime, dis-nous un peu, si tu peux nous le pitcher avec tes propres mots. Avant de poursuivre cet épisode, ce podcast est soutenu par Axonote, l'outil pour les clients de cabinet qui va vous faciliter la vie. Axonote propose une solution tout en un pour faciliter la gestion des petites entreprises tout en étant connecté à votre outil de production. Et bonne nouvelle, Axonote vous propose non plus une PDP, mais une PA en marque blanche, gratuite, ouverte à tous, pour faciliter le passage à la facture électronique. Demandez votre plateforme aux couleurs de votre cabinet en description de cet épisode. Daftime, c'est ce cabinet qui souhaite s'installer, ou même s'instaurer, dans les pays à haut potentiel économique, où aujourd'hui, il faut le dire, c'est très compliqué de s'installer. Quand tu vas aux Émirats, quand tu vas en Afrique du Nord, bon, la France, ça va aujourd'hui, trouver le bon avocat pour créer sa structure, la bonne structuration juridique, sa comptabilité et ses conseils, il y a très peu d'acteurs, surtout acteurs francophones. Aujourd'hui, en tant qu'expert comptable français, le but, nous, c'est de venir vulgariser et faciliter tous les entrepreneurs qui souhaitent s'étendre justement dans ces territoires-là. Alors, je te coupe, c'est intéressant. Alors, à quel moment tu as cette vision de te dire que tu vas aller travailler sur ces potentiels où il y a un potentiel économique au sein des pays? C'est quoi la logique qui te dit ça? Tu vois, parce que toi, tu es diplômé depuis 2023. C'est ça. Donc, tu as déjà un certain nombre d'expériences. C'est quoi qui t'a amené vers cette verticale et cette niche marché? C'est une très bonne question. Pas du tout destiné à ça de base, même si j'ai toujours très bien aimé l'international. Mais il y a un projet qui s'est présenté à moi, dédicace à Christophe Tchadou d'ailleurs, d'Alliance Expert, qui souhaitait ouvrir un cabinet à Dubaï et donc qui recrutait un manager à ce moment-là. Et moi, j'y suis allé purement par j'y vais 1 an, 2 ans, je reviens. J'apprends, je grandis et je reviens. Arrivé là-bas, je comprends plusieurs choses. 1, que l'international, il y avait un gros potentiel. 2, qu'il y avait des zones économiques comme le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, parce qu'on a énormément de clients qui viennent de là-bas. Et donc, du coup, in fine, il y a un potentiel. Et troisièmement, que l'expert comptable français, en fait, est très plébiscité. Parce qu'on a un niveau de qualité qui est, je pense, qui dépasse pas mal de normes. Tu parles de, justement, la plébiscité du cabinet d'expertise comptable français. Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher les entrepreneurs chez un expert comptable? C'est quoi un peu leurs besoins, à la fois pour les gens qui sont à la fois en France, l'entrepreneur français, mais aussi l'entrepreneur français qui veut s'installer dans un pays comme les Émirats? Bon, déjà, la barrière de la langue. Okay, on arrive aux Émirats, on cherche quelqu'un qui vient nous expliquer les choses avec nos mots. Ça, c'est une première chose, c'est un atout, on va pas se mentir. Le fait d'être diplômé d'expertise comptable, ça reste un tampon, comme l'avocat. Je suis au barreau, l'expert comptable et au tableau de l'ordre. Donc, du coup, on est sûr qu'on a quelqu'un qui a fait un minimum 8 ans d'études, qui a fait ses expériences, etc. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisièmement, il y a un certain feeling. En fait, moi, j'ai une équation là-dessus. C'est une équation que j'ai réussi à déterminer. Quand quelqu'un veut se faire accompagner, il va choisir un accompagnateur dans sa globalité pour 3 choses. Son expérience, ses études et son feeling. Et nous, on répond à ces 3 critères-là. Quand tu crées le bureau, alors je vais rentrer directement les pieds dans le plat. Let's go. Quand tu crées un bureau à Dubaï et aux Émirats, alors Daftime, c'est plus d'une vingtaine de collaborateurs, donc c'est la vision du groupe, si je le comprends bien, c'est de s'étendre plutôt à l'international. C'est ça. Et pas avoir une étiquette spécialisée. Je suis quelqu'un qui va t'aider juste pour Dubaï, ou juste pour le Maroc, ou juste pour la France. C'est avoir une vision plutôt globale. Tu m'expliqueras aussi comment on arrive aussi à gérer tous ces bureaux aussi en même temps, toi à la tête du cabinet. Commençons par l'installation à Dubaï. Déjà, c'est quoi le premier élément qui te fait que tu vas là-bas? Et c'est quoi les premières étapes que tu mets en place justement pour accompagner les entrepreneurs à la création d'entreprise? Ok, donc le premier step, je t'ai expliqué, c'était le recrutement par le biais d'un cabinet. La première chose que j'ai faite, moi, quand je suis arrivé là-bas, c'est que j'ai pris les textes de loi, j'ai pris les stabilos et j'y suis allé.
Bon, l'anglais, on va pas se mentir, c'est assez compliqué. Dans notre cursus, on parle pas beaucoup anglais. Même si j'ai fait de l'audit, etc. Là, vraiment, c'était, bon, Samy, il faut apprendre, il faut repenser. On apprend les lois. Je me rappelle, je prenais un Notion à côté de moi, je mettais tout, je notais tout. Et dès que, en fait, comment je faisais, c'est que dès que quelqu'un était intéressé par un service de compta, je voulais absolument le rencontrer. Absolument, fallait qu'il soit dans mes bureaux. Donc on prend un coworking au début pour commencer, on se lance, parce qu'au début on n'a pas d'équipe, hein, on n'a rien du tout, on se lance vraiment, c'est from scratch, 0 client, pas d'équipe, pas de bureau, on prend un coworking, et moi je les reçois un à un. Et en fait ce que je fais, c'est que je leur fais, je deviens prof. Je leur explique la fiscalité à Dubaï, je leur fais des ponts avec la France. Et t'as des gars, ils disent voilà, bah c'est ça que je veux en fait. Prends ma compta, Samy, s'il te plaît. Prends ma créa, s'il te plaît. Prends ci, prends ça, etc. etc. Au début. Et l'entrepreneur, c'est quoi? C'est un entrepreneur des Émirats ou c'est un entrepreneur français qui veut aller aux Émirats? C'est les deux. C'est un entrepreneur francophone, on va dire, qui est aux Émirats déjà, qui est installé depuis longtemps, mais qui maintenant qui a vu que la loi a avancé, il a besoin d'avoir son point de relais. Et c'est celui qui souhaite s'installer. D'accord. Okay, donc, toutes sortes de projets. Tu as celui qui développe sa filiale, tu as celui qui veut attaquer le marché parce qu'il a compris qu'il y avait un potentiel, etc. etc. Donc en fait, toi, ton approche au début, tu te dis, pourquoi Dubaï d'ailleurs précisément? Est-ce que tu avais déjà quelques petits échos? Ah bah non, forcément, tu as été embauché pour ouvrir un bureau. C'est exactement ça. C'est ça en fait. Et là, tu t'as vu le potentiel ici. C'est ça, c'est exactement ça. Au moment où on m'embauche, on me dit, Samy, le 30 juin 2023 passe la nouvelle loi de la corporate tax, donc il y a l'impôt sur les sociétés. Dis-toi qu'avant, il n'y en avait pas. Donc il faut faire une IAS, donc il faut une compta. Le 6 juillet, on crée le cabinet. Une semaine plus tard. J'arrive. Personne ne sait rien. J'intègre tous les groupes, j'ai network partout, je rentre dans les endroits francophones. Ah, mais toi, t'as une entreprise? Ah ouais, t'es inscrit à la corporate tax. Et là, en fait, là, je me rends compte que quand je me compare aux autres, quand je fais un benchmark, parce qu'il y a d'autres experts comptables francophones là-bas, on les voit pas beaucoup, ils parlent pas beaucoup, mais je me dis, en fait, nous, on a tout à gagner. Tous assis sur un fauteuil, nous, on est là, on va vers les gens, on leur explique, on donne, on reçoit pas des fois, c'est normal. Mais là, aujourd'hui, on est très content du constat. On arrive à s'imposer comme un des premiers cabinets francophones à Dubaï. On est très connus. De l'autre côté, les gens, ils aiment trop notre approche. Ils viennent, ils se posent, ils viennent dans nos bureaux, on leur explique, on est pédagogue. Et moi, j'ai formé tout le monde comme ça. Que ça soit de la partenaire jusqu'au Customer Success Junior, il a exactement le même discours que moi. Comme ça, en fait, c'est notre marque derrière d'Halftime en disant que on vous arme avant de faire quoi que ce soit. Là, tu pointes du doigt... quelque chose que je trouve intéressant, c'est que en gros, t'as pas peur. Tu vas, tu prends les textes de loi qui vont là-bas et puis tu essayes de finalement t'éduquer au fur et à mesure pour comprendre comment tu vas réussir à accompagner. Il y a quand même une responsabilité derrière. On n'a pas peur quand on va parler à quelqu'un, de dire purée, j'espère de pas me tromper. Je suis d'accord. Et la première chose que moi, je disais à mes équipes, c'était dès que vous répondez à un mail ou un message WhatsApp, parce que là-bas c'est WhatsApp à 150%. Si WhatsApp demain est down, le pays est down. Si vous recevez un message WhatsApp, vous recevez un mail, on vous pose une question, ou vous mettez un screen du texte de loi. Je vous ai appris où vous cherchez, vous savez c'est quoi, ne répondez pas sans. Ça sort pas de votre tête. Et c'est ça qui a permis nous baquer de notre responsabilité. Dire voilà ce qui dit le texte de loi. Franchement, la Federal Tax Authority, qui est la DGFiP, ils en avaient marre de nous. On se pointe au bureau, c'est une question sur ça, est-ce qu'on est bon, Allô, oui, vous êtes sûr de ça? On en a marre d'eux. Parce qu'il fallait qu'on soit sûr. Okay. Et je suis d'accord avec toi. Demain, combien de mecs on a reçus? Ouais, je suis pas imposé, ouais, j'ai pas de TVA. La personne avant, en fait, lui avait dit n'importe quoi. D'ailleurs, c'est quoi un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur Dubaï? Tu as l'impression que les entrepreneurs français, ils se disent ah bah tiens, je vais aller vivre ma good life en mode influenceur, ça va être trop stylé, je vais facturer 100K, je vais avoir 100K dans ma poche. C'est quoi en fait la réalité de créer une boîte là-bas quand on est un entrepreneur français? Je suis d'accord. Pour moi, il y a deux réalités. Il y a la réalité entrepreneuriale et la réalité privée. La réalité entrepreneuriale, je vais la résumer en un événement, un storytelling. Quand on fait le salon de la franchise, on est à Halftime, il y a écrit entre Dubaï et Paris. T'as un mec qui vient et dit mais il n'y a pas de fiscalité à Dubaï, je vis là-bas. Ok. Voilà, c'est simple. Voilà l'idée reçue de l'entrepreneur francophone. Et donc du coup, nous, on a dû éduquer les entrepreneurs dès la prémisse de leur projet, c'est-à-dire quand ils vont créer leur boîte. Donc avant, on faisait pas ça. Maintenant, on a Halftime Legal, donc un cabinet avec expert comptable avocat, où on vient, avant de créer la société, on dit attention, il y a ça, ça, ça. Donc, c'est dans leur tête. Et tu as tous ceux qui sont partenaires avec nous, qui créent des boîtes, ce qu'on appelle des CSP, Corporate Service Provider, qui eux, on leur dit attention les gars, quand vous vendez une boîte, dites-leur qu'il y a de la compta et de la fisca, envoyez-les nous.
Réalité tout autre. Dès qu'ils arrivent, combien de mecs ont dit j'abandonne le projet, je veux pas de compta, ça me casse la tête. Okay, et ta réalité privée. Influenceur, Lamborghini, Ferrari, piscine H24, beach club, c'est du mensonge. Il faut vivre. Facturer 100K, fiscalité, on en parle. Comment d'ailleurs tu arrives à remonter 100K? C'est pas n'importe qui arrive à remonter 100K. Tous ces éléments-là, Dubaï, c'est quand même un train de vie assez cher. Un appartement, les loyers, c'est 3-4 fois ce qu'on retrouve sur Paris. Les écoles sont payantes, les soins sont payants, bon, par le biais d'une assurance. Tous ces éléments-là. Donc ça veut dire que l'entrepreneur qui montre, c'est soit il a une formation à vendre à la clé, ou soit il est en train de nous mentir tout simplement, tu vois. Ok, d'accord, je vois, hyper clair. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est le luxe, c'est la good life, mais en réalité, la vraie vie d'un entrepreneur, il faut bûcher, il faut travailler, quoi. Bien sûr. Là où effectivement on peut faire des chiffres très rapidement là-bas, puisqu'on n'a pas d'imposition personnelle, en fait, comment tu vas vivre au jour le jour? Tu dois faire tes courses, tu as une voiture, tu as de l'essence, tu as un appart. Tous ces éléments-là, ça a forcé beaucoup de personnes à quitter. D'ailleurs, on a pris le cas des influenceurs, il n'y en a plus trop. Hein. Ouais. C'est bizarre. Hein. Il y en a plus trop. Tu les vois plus trop communiquer sur ma villa avec piscine. Eh ben, il faut se poser les questions. Parce qu'en fait, ils sont arrivés à un moment donné où ils ont fait beaucoup d'argent, qu'ils ont dépensé très vite, notamment à Dubaï, parce que ça peut aller très vite. Il y a le train de vie assez classique, mais tu as aussi le train de vie, comme tu disais, fast life, où ta journée, c'est 2-3 000 euros par jour. Effectivement, là, tu le sens vivre tu le sens assez rapidement, quoi. Donc, ça veut dire qu'un entrepreneur qui se dirait, tiens, moi, je vais aller m'installer à Dubaï, j'ai ma boîte là-bas, je travaille uniquement avec des clients français, je facture uniquement sur le territoire français, et moi, j'habite même pas en France. Est-ce que j'ai un intérêt à faire ça d'un point de vue fiscal? Bien sûr. Là, en fait, moi, ce que j'évite et ce que j'évite pas, ce que j'évite pas plutôt, ce que j'évite, c'est celui qui me dit, moi, je suis en France, je crée une boîte à Dubaï, je facture la France. C'est de l'évasion fiscale. Donc ça, nous, on leur dit tout de suite, bonne nuit. Voilà, on ne veut pas, on ne cherche pas. Et tu as ceux qui viennent s'installer à Dubaï et qui cherchent un moyen. Bon, ils ont souvent des grosses structurations sur la France parce qu'ils sont venus avec leur famille pour X, Y raison. Et ils disent, mais Samy, moi, le problème, c'est comment je fais aujourd'hui. Est-ce que je peux remonter? Et là, on a plein de variables. On a la holding, la fameuse holding. On a la fameuse société de prestation de services où on va passer un contrat de prestation de services qui vient respecter les règles fiscales internationales. Il ne faut pas oublier qu'entre les Émirats et la France, il y a ce qu'on appelle une convention bilatérale. Donc fiscalement, il y a des choses qui sont possibles. Il y a ce qu'on appelle le mandat indirect de gestion. C'est quoi? C'est Nicolas, si toi demain, en fait, tu laisses la présidence à un mandat qui est une société qui est en fait aux Émirats. Et ça, il y a une jurisprudence qui l'accepte, octobre 2023. Donc, il y a plein de choses à faire. Et oui, fiscalement, c'est avantageux. Tu as un impôt sur les sociétés qui est à 9% après un abattement de $100 000. Oui, donc il y a un avantage. Pour les nouveaux entrepreneurs, si tu fais pas 750 000 euros de chiffre d'affaires, tu n'as pas d'imposition jusqu'au 31-12-26. Ok, d'accord. La TVA, quand c'est à l'extérieur, bon, comme ici, c'est à 0%. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même la TVA à l'intérieur est à 5%. Donc fiscalement, oui, avantageux, mais comme pas deux. Maintenant, c'est dans la structuration comment tu veux faire les choses. Et ça, c'est important. Au début, quand tu développes le bureau, c'est aussi intéressant de comprendre comment tu passes de 0 à 1, puis à 2. Au début, tu vas chercher les clients, tu démarches, tu fais ton produit finalement, qu'est-ce que je vais vendre, mon offre, comment tu développes ce bureau-là, et puis aussi comment tu arrives à développer en parallèle la partie française, parce que Daftime, c'est pas Dubaï, c'est la France et Dubaï, et puis autre après. C'est ça. Sur Dubaï, le 0 à 1 a été très compliqué, surtout pour un petit jeune de 28 ans qui arrive. Qu'est-ce qu'il me veut? Il n'y a pas de compta, il n'y a pas de fiscalité. Donc, parce que je crois que la compta n'était pas obligatoire. Au début, n'était pas obligatoire. Maintenant, il doit avoir une tenue comptable. L'audit doit passer par les auditeurs, mais il doit avoir une tenue comptable. Parce qu'il y a une IAS à déposer, il demande les états financiers. J'arrive, et en fait, il y a une V1 et une V2. Il y a SAMI V1, SAMI V2. SAMI V1, c'est que je vais voir des gens, je vais leur parler. Dès que j'en tiens, t'en connais pas un autre. Dès que j'en tiens deux, je vais dans les groupes Facebook français, je parle avec eux et tout. Je comprends que ça mord pas. En fait, si, ça a mordu, mais un an plus tard, ces gens-là. Okay, et c'est juste une graine qui a été plantée. Okay. Donc, on va dire, mes premiers mois, je pense, j'ai facilement fait 100-150 rencontres. J'allais parler à tout le monde. J'allais au Jitex, je parlais à tout le monde. Dès que je voyais, j'allais parler. J'ai compris qu'en fait, faire de la vente, ça marchait pas. Fallait être dans la non-vente, en vrai. Donc là, il y a la V2. La V2, je fais quoi? C'est que je vais targeter ceux qui ont déjà des contacts avec de la clientèle.
D'accord. Donc je vais aller voir, comme je le disais, des CSP, des gars qui créent des boîtes. Mais eux sont pas comptables fondamentalement. Ils sont pas experts comptables. Les gars, on va créer un écosystème qui va vous permettre, vous déjà de 1, mettre de la qualité dans ce que vous faites, et de 2, de satisfaire vos clients. Donc je les reçois un à un dans mes bureaux, je leur explique système de commissionnement, etc. etc. Chut, j'ai une vague qui arrive. D'accord. Puis en vrai, les CSP, ils prennent tout et n'importe quoi. Oui, là, ça veut dire que tu peux pas choisir ton client. Exactement. Ok. Non, en même temps, au début, t'as pas trop le choix. Oui, oui. Donc je me retrouve sur de la pédagogie à des gens qui en fait ils veulent rien entendre. Ah non, mais je te dois combien, c'est tout. Et ça, c'est compliqué de parler avec des gens comme ça, parce que le jour où il y a une amende qui tombe, il va dire c'est la faute du comptable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, et puis il n'a pas écouté en fait ton message au fur et à mesure. Donc peu importe ce que tu lui auras dit, comme il l'a pas entendu. C'est ça. Et ok. va gérer les humeurs après derrière. Ok. Je me suis dit, mais attends, il y a encore mieux que les CSP et les avocats. Avocat expert comptable en France, c'est très électrique. Et Oui, c'est vrai. En fait, je sais pas pourquoi, mais peut-être quelqu'un me l'expliquera plus tard. Mais moi, je vais voir les avocats, je parle avec eux. Je leur dis, écoutez, je prends votre compta. Moi, dès qu'il y a un client, on fait des rendez-vous croisés. Moi, je rentre pas d'ONO, je rentre pas de frais. Je te l'offre dans ton rendez-vous. Pédagogie. L'avocat, les avocats kiffent, sont contents et disent, bah écoutez, moi, dès que je crée, j'envoie chez vous. Ok, donc tu as apporté la valeur en fait, gratuitement. Exactement. Okay. On a donné de la valeur gratuitement. Et c'est comme ça qu'on a commencé à passer du 0 à 1, du 1 à 10. Okay. Et je dirais même du 10 à 100. Surtout quand on est arrivé avec les avocats et les CSP, avec ces différents rendez-vous, quand on les a multipliés, plus ceux où on a planté une graine, et ben c'est là où on est arrivé à 0 à 100. Est-ce que en parallèle de ce bureau à Dubaï, donc comment tu développes la partie française? Ouais, très important. Partie française, en toute transparence, elle est très compliquée. Parce que en fait, en France, je peux pas dire, et même je peux pas dire à un salarié, je peux pas le targeter, je peux pas le challenger. Lui, il peut me répondre assez rapidement. Toi, t'es marrant, t'es à Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et ça, je le comprends. Donc aujourd'hui, nous, on a mis différents systèmes, des systèmes où on a offert des visions à certaines personnes en disant, bah, écoutez les gars, nous aujourd'hui, tout comme moi à Dubaï, vous structurez, vous grandissez, on devient associé. Et ça permet en fait à que tout le monde soit fair. Okay. Moi, j'ai apporté ma marque, j'ai apporté mon business, je t'apporte aussi des clients. Toi, tu as structuré, tu as évalué, tu as gardé, on va dire, tu étais le maître à bord. Donc un jour, bah, tu seras associé à nos côtés. Et en fait, ça permet de créer des gens qui sont responsabilisés et qui, entre guillemets, quand s'investissent réellement parce que c'est leur projet. D'accord. Donc ça veut dire que dans la structuration de la partie France, est-ce que c'est comme une franchise, on pourrait le dire? Non, comme ça? Pas du tout. Comment on pourrait le... Imaginons que moi, je suis expert comptable là, demain, je viens de m'installer, je viens d'avoir mon deck, Bien sûr. Et j'ai envie de rentrer dedans. Qu'est-ce que je devrais faire justement pour que ça puisse fonctionner? Là, t'as deux éléments. C'est, si tu veux rentrer sur DAFTIME, tu veux rentrer pourquoi? C'est une première question, tu vois. Une franchise, c'est choper un mec, lui mettre une marque, prendre des royalties, c'est pas notre truc. Nous, on grandit en fait, on co-grandit ensemble, on partage la valeur sans aucun problème. Quelqu'un qui vient demain, bah, il expose son projet, il dit, bah voilà, moi j'ai ce domaine de compétences-là, écoutez, ça peut être un plus pour le groupe. Let's go. Ça veut dire que domaine de compétences, c'est de se dire, bah tiens, moi je suis hyper fort pour les professions libérales par exemple, ou pour l'immobilier, ou pour je ne sais quoi. À vrai dire, nous, c'est pas très sectorisé. C'est pas comme ça. Okay. Surtout international. C'est-à-dire que moi, je suis très bon avec Londres, par exemple, avec les Anglais, avec la Belgique, avec la Suisse, avec le Luxembourg. C'est là où on arrive à créer en plus par paire des cabinets, parce qu'on crée un là, un là. Après, il y en a qui veulent vraiment être sous notre marque parce que ils aiment un peu notre dynamique. Ils sont contents, c'est une marque jeune, ils aiment bien la direction, entre guillemets. Et ça, nous, on ne peut pas leur dire non. On leur dit juste plus-value dans tout ça. En fait, te prendre pour te prendre, ça servira à quoi? Si on t'apporte rien, en vrai. Comment tu vois un peu le marché là, de l'expertise comptable, toi, sur la partie française? Tu vois, je vois quand même qu'il y a pas mal de cabinets qui se lancent sur cette vision plutôt internationale. Ouais. T'aides les boîtes françaises à s'implanter à Dubaï ou inversement, une boîte... un entrepreneur de Dubaï qui veut s'installer en France, pourquoi pas faire de la production de la comptabilité ou du conseil traditionnel à des TPE françaises? L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que si demain quelqu'un veut absolument qu'on soit leur expert comptable, on va jamais dire non. Je ne vais pas refuser quelqu'un. Maintenant, la question que tu poses, elle est très importante. Comment se profile l'expertise comptable de demain ici?
Aujourd'hui, en fait, pour moi, on vit plusieurs virages. On a le virage digital, on a le virage économique, on a les nouvelles générations qui arrivent. En fait, il faudra à un moment donné concilier tout ça. Moi, je pense que j'aurais beaucoup de mal demain à recruter quelqu'un, lui dire d'asseoir sur une chaise, lui donner une boîte à chaussures et lui dire, bah écoute, tu passes tout sur Penny Lane, tu valides et tu sors les états financiers. C'est trop compliqué à mon sens. D'accord. Nous, aujourd'hui, on a structuré tout simplement 3 services et n'importe où. Que tu ailles à Dubaï, en France, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, où tu veux. On a 3 services. On a Daft Time Legal, donc c'est avocat, structuration juridique, acte, tout ce qui s'ensuit. Et c'est soit avocat ou soit notaire. Attention, c'est important sur la France. Après, on a Daft Time comptabilité et fiscalité. Bon, ça, c'est le cabinet assez traditionnel. Et tu as Daft Time conseil. Et c'est là où nous, on apporte du conseil, ça peut être du reporting, ça peut être du DAF externe, ça peut être de la digitalisation de la fonction finance. Et en fait, nous, c'est sur ces 3 BU qu'on veut travailler, faire grandir nos cabinets et surtout recruter. Donc ça nécessite quand même des domaines de compétences qui sont quand même assez différentes aussi. Je suis d'accord, très large. Et si on veut faire une haute qualité d'exécution dans la production de notre travail, bah, soit on n'a pas des clients trop difficiles, et si on a des clients trop difficiles, purée, faut pousser la compétence quand même. Hein. Ouais. Comment justement tu arrives à aller dénicher toutes ces compétences pour que chaque division, les 3 en l'occurrence, bah, ça puisse dérouler la valeur pour le client? Ok, sur le côté légal et conseils, ça c'est assez simple, parce que c'est des collaborateurs uniques, donc ils connaissent leur travail, ils vont chercher, ou on recrute entre guillemets à la mission, parce qu'elles sont assez longues. Sur le côté compta et fiscalité, nous en fait on n'a pas de collaborateurs. On appelle ça des customer success. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on veut que tu sois proche de l'entrepreneur, que tu le comprennes. Et c'est pour ça que nous, on démultiplie, on dédouble, même on triple les postes. Tu vas pas trouver un customer success, tu vas en trouver 1, 2, 3. En dessous de lui, tu auras un junior. Donc à chaque fois, en fait, à chaque poste, tu auras toujours ce contact qui sera créé avec l'entrepreneur. Et nous, on force. Tu sais qu'on a des réunions. Est-ce que tu l'as appelé? D'accord. Alors qu'il n'y a rien sur le dossier. Hein. On a des réunions. Ouais, tu l'as appelé, il t'a dit quoi? Ouais, il est super content, il veut renouveler. Quand tu reçois un mail exceptionnel, l'appel, t'as gagné. Et pour moi, en fait, c'est cette base-là, en vrai, c'est de la communication. Communication pour identifier un besoin et pour y répondre le plus rapidement possible. Même si le domaine de compétence est large, ça te laisse le temps de réfléchir et de répondre. J'ai quand même l'impression que tu as une vision assez start-up, d'une espèce de boîte de conseil. Tu vois, du cabinet. Alors peut-être que je me trompe, hein, tu vois, mais... tu vois, c'est customer success. Oui, je vois ce que tu veux dire. Juste le fait de les appeler comme ça. Ouais, si on le traduit, c'est un collaborateur comptable. C'est ça. Oui, tu peux le voir comme ça, effectivement. Ou peut-être un consultant, ou je sais pas comment, enfin un plus, ou un chef de mission, peut-être, s'il a suffisamment de compétences. Comment tu les recrutes? J'ai l'impression que c'est pas un schéma de cabinet qui est traditionnel. Et du coup, peut-être que ça peut peut-être perturber des collaborateurs qui ont travaillé autre part. Je sais pas, c'est une question comme ça à bâton rompu. Du coup, c'est l'inverse. Ça les perturbe pas du tout. Et ils sont à la recherche de cette nouveauté-là. C'est pour ça que je te disais qu'on vit plusieurs virages aujourd'hui dans l'expertise. Et c'est pas pour tirer sur un ou autre cabinet, mais quelqu'un qui finit ses études, de la nouvelle génération, qui a son DSCG par exemple, il va avoir différents choix. Il va s'orienter, il va chercher un cabinet. Qu'est-ce qu'il va chercher? Le plus intéressant, le plus, entre guillemets, là où il va le plus s'épanouir. T'as le cabinet traditionnel, t'as ceux de nouvelle génération, t'as ceux qui spécialisent, t'as ceux à l'international. Et il aura ce choix-là. Et donc nous, le fait qu'on soit dans une niche, on est très peu. Donc des CV, nous, on en reçoit très souvent. Des campagnes de recrutement, dès qu'on en lance, on en reçoit beaucoup de CV. Dubaï attire aussi, on va pas se mentir. Même si quand je vais mettre en Afrique du Nord, je sais également, on a déjà reçu des CV pour l'Afrique du Nord, alors que c'est encore en train de finir les papiers, tu vois. Sur la France, là, je vais poster bientôt, donc tu vas voir, je vais te faire un feedback là-dessus. Trop bien. Donc le recrutement, c'est pas perturbant, je dirais même, c'est plus intriguant pour eux. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faut en fait? Je suis intéressé. La start-up, oui et non. En fait, la start-up, c'est parce que nous, on n'a pas les mêmes codes qu'un cabinet traditionnel. Comme je t'ai dit, en customer success, nous, on force la relation client. Là où un cabinet, peut-être, il va plus appuyer sur la compétence fiscale, la compétence comptable ou même juridique. Nous, on va plus être sur la communication pour identifier le besoin. Rechercher la réponse, on l'aura. Après, c'est un style de management qui est bon et qui est mauvais. Ça, c'est bon côté, c'est mauvais côté. Moi, je suis proche collaborateur. C'est bon et c'est mauvais. Quand tu parles de forcer la relation client, je trouve ça intéressant parce que là, du coup, tu dois faire aussi faire appel à des gens. Tu dis juste avant, il y en a, ils vont plus se cacher vers la technique, etc. Ouais. Pas se cacher, mais en tout cas avoir plus ce marketing de la technique, de la fiscalité, des normes. Et là, tu dis, on va forcer un peu la relation client.
C'est quoi les profils qu'il y a chez Daftime aujourd'hui? Franchement, moi, j'ai recruté au feeling. Je te jure, je vais t'en prendre. J'ai eu 2 cas et qui aujourd'hui, je suis même 3. J'en suis absolument pas déçu. C'est un gars, il est venu, jeune DCG, hein. Même pas le DCG encore. Il me balance son CV comme ça. Il me dit, j'ai vu, je suis intéressé. Je suis dispo à Dubaï, là, je suis là une semaine. Je viens te voir tous les jours si tu veux. Ok. Wow. Et le gars, il vient, on parle, il m'explique, un peu le même profil que moi. Il a fait de la restauration, etc. Et qui travaille toutes ces semaines et tout. Et il dit, moi, je suis ultra intéressé, je suis prêt à faire des sacrifices. Il est venu au début, je me suis dit, ça allait être... on en a vu des gens passer aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Compliqué de sélectionner et de trouver les bonnes personnes. Et proche client, leur envoie des messages, leur répond. On ne demande pas spécialement de la spontanéité, mais juste une réponse. Et ça, c'est intégré. Deuxième personne, la même chose. Il est venu, entretien sur entretien. Je suis prêt à venir dès demain, si vous voulez. Et France, hein. Mec, Lille, Dubaï, il l'a fait. Et en fait, c'est comme ça qu'on a réussi à recruter. Moi, je recrute jamais sur je t'envoie une feuille, réponds-moi sur les taxes, etc. On va te poser une petite question comme ça, histoire de savoir est-ce que tu as regardé en amont. Mais c'est pas sur ça que moi je vais me baser. Tant que je vois que la personne a ce sens du service et qu'elle se dit, voilà, moi j'ai le feeling, je parle bien avec mes clients, je leur explique bien les choses, etc. Ça me suffit. Du coup, quand tu pousses et tu forces un peu la relation client, tu vois, on a aussi cette vision où il faut de la rentabilité sur les dossiers. Ouais. Faut pas trop perdre de temps. Ouais. C'est quoi un peu la logique chez vous, justement, avec cette approche-là? Est-ce que vous facturez à peu près comme la norme des cabinets? C'est quoi un peu la vision? Déjà, sur Dubaï, à l'époque, quand on venait, ils facturaient à l'acte. C'est-à-dire, je t'enregistre ta TVA, tu me donnes tant. Je te déclare une TVA, tu me donnes tant. Je te fais ta compta, tu me donnes tant. Nous, on a tout packagé. Okay. On a dit, on va faire ta compta, tes états financiers, ta gestion fiscale et, entre guillemets, le conseil et l'accompagnement dès que tu as besoin de nous. Donc déjà, on a commencé à packager. À partir de ce moment-là, on s'est posé des questions sur le temps de travail qu'il y a à faire sur un dossier. Sur Dubaï, tu as différentes méthodologies comptables. Tu as la Trésor, tu as l'IFRS pour les PME et l'IFRS. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que le temps de travail était très rapide sur le traitement usuel, en fait. Ouais, d'accord. Du coup, tu utilises quoi comme outil aussi pour Zo. On utilise Zo. Ok. Il n'y a pas d'outil comptable solide. On a Odoo, mais ça reste très classique. Mais l'outil SP Dubaï, il y a un gros marché. Donc s'il y en a, il écoute. Gros marché, les gars. On utilise Zoho, donc on l'a poussé. Donc nous, tu nous connais un peu d'un point de vue digital, sur des règles d'automatisation, sur les trucs, sur les imports, sur les exports. Donc, et comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on a des Customer Success seniors, front client. On a des juniors qui sont là pour accompagner et qu'on a formés surtout sur le traitement rapide comptable. Donc oui, quand on fait un calcul de rentabilité, aujourd'hui on est rentable sur nos dossiers sans aucun problème parce que on a un gain de temps de traitement de dossier considérable au vu des méthodes comptables. Et de l'autre côté, d'un point de vue conseil, en fait, le customer, comme il a été proactif, il a répondu en 15 minutes. S'il n'avait pas été proactif, ça aurait été 1h30. Ouais, je vois. En fait, c'est tu gagnes là pour éviter de perdre là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression quand tu parles, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que tu fais ça, tu vois. Alors qu'en fait, pas vraiment. Comment tu as réussi à structurer chacune des briques? J'aimerais bien aussi comprendre la logique de construction. J'ai l'offre, comment j'arrive à créer de la scalabilité aussi dans mes process? Comment tu as construit tout ça? D'ailleurs, sur le bureau de Dubaï, il y a combien de personnes? Vous êtes... On est 8. 8 on est 8. Okay. On est 8 sur le côté compta et on est 3 sur le côté légal. On est 11. Ok, donc quand même, ça fait la moitié en tout cas du staff. Ouais. Du staff. Comment vous êtes monté de 0 à 11 comme ça? Franchement, bonne question. C'est-à-dire que c'est comme tout à l'heure quand je t'ai dit de passer de 0 à 100, c'est là où tout s'est enchaîné en fait. Quand on s'est rendu compte qu'on avait nos clients qui étaient là et qui étaient fidèles, on s'est dit bon les gars, on va faire que croître et c'est sûr. On a vécu une hypercroissance qui était très dure. À un moment, on était en surstaffing par exemple. On était trop staffés. On n'a pas pris les bons profils. Du coup, c'est quoi les erreurs justement que tu as commises dans ce process? Parce que c'est aussi important d'avoir le feedback de si j'avais su, j'aurais fait différemment. Ou alors ça m'a appris, voilà ce qu'on a fait maintenant. En fait, c'était En fait, je me rendais pas compte qu'on était quand même assez attractif. Et donc, du coup, moi, comme je connaissais le coût de la vie, en fait, je vais pas dire que c'est de la gentillesse, mais fallait que mes collaborateurs soient à l'aise. Donc, on arrive avec des gros packages, donc on recrutait des gros profils, mais qui, in fine, ne voulaient pas faire le travail qu'on voulait. Voilà ce qui s'est passé, en fait. Okay. Et c'est-à-dire, le travail que vous vouliez, c'est que... va demander à un gros profil qui sort de Big... de faire l'opérationnel, de lui dire, ouais, allô, appelle le client, dis si tout va bien. Ah oui, d'accord. Okay, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends.
Et donc, du coup, ça ralentit pas mal de choses. Et c'est surtout en partie ma faute. Parce que je savais pas ce que je voulais. Ce que tu disais tout à l'heure. Proche, c'est bien, mais c'est aussi pas bien. Parce qu'en fait, tu essaies de comprendre les besoins de la personne. Donc, toi, tu t'allonges. Mais au final, c'est toi qui prends pas 6 mois de salaire pour nourrir en fait ton staff. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment, étant sur staff, on n'avait pas assez de travail. D'accord. Et donc là, il faut trouver le moyen de qu'est-ce qu'on fait. Comment tu le vis, ça? Est-ce que tu es obligé de te séparer de la personne? Est-ce que il faut aller chercher du client? Ouais, voilà. Comment toi tu le vis, toi, en tant qu'entrepreneur? Moi, je le vis pas en cut. Je cutterai jamais. C'est plus, à Samy, là, il faut aller chercher de la clientèle. Donc, je préfère prendre sur moi et dire que je vais aller chercher de la clientèle, travailler sur des nouveaux prospects, des nouveaux clients, une nouvelle offre, du marketing, quitte à remettre de l'argent, réinvestir dans ma boîte, que dire, écoute, coût budgétaire, ciao. Ok. On a fait venir quand même des gens de France. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, et ça, rien, je peux pas abandonner quelqu'un. Ouais, je vois. Hyper clair. Toi, ton temps entre la France et Dubaï, comment ça se répartit? D'ailleurs, au niveau des associés, on n'en a pas parlé, je pense pas. Ouais. Peut-être en off, mais là, vous êtes 2 associés. Exactement. Donc toi, tu gères Dubaï et l'autre associé plus la France, ou c'est l'inverse? Moi, je gère Dubaï et l'autre associé, Dubaï-France. Ok, d'accord. Elle est quand même là avec moi. C'est franchement la managing partner que tout le monde recherche. C'est la personne très carrée dans les papiers, qui connaît tous les textes de loi, qui a passé toutes les certifications, ce dont on a besoin. Ouais. Là où moi j'ai plus le profil de t'inquiète, je vais le choper, je vais parler avec lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est moi qui vais aller chercher la clientèle, c'est moi qui vais aller travailler le côté commercial, beaucoup parler, faire les événements, le network. Par contre, derrière, il faut qu'on soit irréprochable sur les livrables qu'on a. Et c'est cette irréprochabilité que j'arrive à trouver chez cet associé. Ok, d'accord. Et c'est quoi justement votre... Alors, je comprends tout à fait la complémentarité. Comment vous travaillez ensemble? Comment vous avancez aussi sur la vision du groupe tous les deux? Est-ce que vous vous rencontrez souvent? Vous discutez souvent? Vous avez des points tout le temps. Hebdomadaires, tous les jours? Comment ça marche? On parle tous les jours. Ok. On parle tous les jours. On a besoin de parler tous les jours, justement. Et c'est en mode vision. Tu vois ça comment? Ah ouais, très bien. Ah ouais, moi aussi, je voulais rajouter ça. En fait, on co-construit. Et en vrai de vrai, on a aussi une troisième associée qui est avocate, mais juste qui n'est pas côté comptabilité. Okay. Et qui, en fait, à 3, on co-construit. On veut co-construire la fameuse marque qualitative, qui est très, très, très dure. Parce que c'est, toi comme moi, c'est prenant de répondre à un client. Non, t'inquiète, c'est rien. On ne peut pas répondre ça. Oui, bien sûr. Tu vois, il nous a payé, il nous fait confiance. On est obligé de travailler sur des dossiers. Moi, ça m'est arrivé de me remettre sur des comptas. Moi, ça m'est arrivé de rappeler un client: allô, tu nous as pas enlevé tes relevés bancaires. C'est normal. C'est des choses où des fois, en fait, ça n'existe pas, le partenaire, t'es tout en haut, tu fais rien. Non, il faut mouiller la chemise. Hein, ça, c'est le main dans le cambouis constamment. Donc oui, la question, c'est comment on s'organise. Moi, mon temps, je suis en 80-20. 80% en Dubaï, 20% sur Paris. Parce qu'on a des clients aussi sur Paris qui veulent absolument me voir, faire des points, parler de structuration, souvent d'ailleurs à l'international. Et donc là, on échange. Et, on va dire le pool de confrères qui aussi nous envoient pas mal de clients et qui souhaitent que j'aille les voir dans leur bureau pour échanger. Et tout l'esprit de ces 2.0, ça vient comme ça d'un coup, mais tout l'esprit d'Expert Comptable 2.0, c'est une confraternité où on échange des bons procédés, on échange je dirais pas des missions, mais on vient, le client il vient, il se rend compte, il commence à comprendre c'est quoi un expert comptable. Ah, en fait t'es utile. Je te jure qu'il y a 2 mois, il y a un mec qui m'a dit: mais pourquoi j'ai pas pris un expert comptable depuis le début? C'est génial. Il m'a dit c'est génial. Ouais. Comme si, je sais pas, il est passé du vélo électrique, tu sais. Mais c'est génial ce truc. Ça va vite. Je pédale, ça va. Et en fait, c'est exactement ça. C'est l'objectif de DAF Time à l'international. Pour te dire, à Dubaï, tu m'as posé une question: est-ce que l'objet est la compta? L'obligatoire, la compta. Elle est obligatoire, mais c'est pas l'expert comptable n'est pas obligatoire. Il peut prendre un gars, allez tiens, the accountant, là, il a mis sa petite plaque. Vas-y, fais-moi ma compta. 500 € l'année, c'est fini. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu vois, en France, le marché de la compta, il est réglementé. Ouais. Donc, ce sont les experts comptables qui ont le monopole pour faire la tenue. Et dans un pays comme Dubaï, c'est pas le cas. Non. N'importe qui peut le faire. Exactement. Du coup, comment tu arrives à tirer ton épingle du jeu par rapport à, entre guillemets, tous ces profils qui peuvent, en fait, finalement, ouvrir leur boutique et puis poser une plaque qui vaut ce qu'elle vaut? Tu sais, c'était quoi notre premier slogan de chez DAF Time? C'était: qui mieux qu'un Français pour faire d'autres fiscalité? Ouais, d'accord, je vois. Tu vois ce que je comprends. Là, t'es le boss final, quoi. Voilà, tu vois, t'arrives, c'était fiscalement, la France, c'est très compliqué, faut dire les choses. Sinon, on arrive à dompter un taureau, tu mets en face de moi un petit cheval, ça va être très rapide, tu vois. Et donc, en fait, c'est sur ça qu'on s'est basé, nous.
C'est-à-dire que quand les gens venaient nous comparer, parce que les gens, ils benchmarkent pour tout et pour rien, on dit, écoutez, allez-y. Et nous, on vous dit juste qu'on est ça, on est ci. En fait, on est des experts comptables, on a une équipe, on est francophone. Votre dossier ne sera pas lâché à des petites mains et aucune réponse, rien du tout. Et ces gens-là, un an plus tard, ils sont revenus. C'est ce que je te disais. Ouais, d'accord, ok. Ils sont tous revenus. Soit ils sont revenus en termes de clients, soit en termes de partenaires. Ils nous envoient même des clients derrière. Il y en a, ils n'ont pas signé chez nous, mais ils envoient tous les gens qui demandent un comptable. Du coup, c'est assez puissant, en fait, d'aller créer et d'utiliser du lien avec des personnes qui sont aussi proches des entrepreneurs, comme tu le disais au début, les avocats, les CSP, c'est ça que tu sais? C'est un CSP, avocat, c'est très important. D'accord. Et en fait, tu laisses des graines comme ça au fur et à mesure, et puis après, les gens, ils vont te recontacter quoi qu'il arrive. C'est exactement ça. Et je le répète encore, c'est pas juste tu prends un contact et tu te barres. Tu prends un contact, tu donnes de la valeur, t'expliques et tu rémunères. C'est important. Oui, bien sûr. Parce que tu crées en fait une relation derrière. Même s'il y en a plein qui m'ont dit non, moi Samy, laisse-moi tranquille, j'en veux pas. En fait, j'aime le travail que tu fais et je suis très content et je veux recommander. Et t'en as d'autres qui sont ouais, je suis d'accord, on va co-construire ensemble. Donc dès que je t'envoie quelqu'un, si ça. Ouais, c'est faire. Après, le principal, c'est que tout le monde y trouve son compte. Normal. Okay. Donc oui, le conseil à donner si quelqu'un demain va à l'international, un confrère ou quoi aux caisses, ou même un entrepreneur d'ailleurs, c'est de trouver quelqu'un qui a son écosystème autour de lui. Tu travailles avec qui? Moi, je connais personne. Compliqué. Ok, je vois. D'ailleurs, comment on fait venir un collaborateur de France à Dubaï? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit lui payer? Quels sont les papiers à réaliser? Tu vois? Bonne question. Très bonne question. En fait, il faut savoir qu'on a un seul coût salarial. C'est le coût du visa. Ok. Donc moi, quand je dis à un collaborateur de venir, bien sûr, il a son salaire. On lui rajoute une assurance santé qui est très importante là-bas. Comme ça, au moins, quand il va à l'hôpital, il ne paie rien. Et on lui paye son visa et sa fameuse carte de résidence. Ok. Et donc, en fait, c'est tout ce que tu as. Parce qu'il n'y a pas d'URSSAF, pas de prélèvements sociaux, il n'y a rien du tout. En fait, un brut est un net là-bas. Okay. Donc ton salaire, quand on te dit brut, c'est du net. Ton visa, tu l'as à partir du moment où tu es embauché. On a 1 mois de période de grâce pour pouvoir te régulariser. Sinon, tu prends des pénalités, sinon on te ferme la boîte, etc. etc. Okay. Et donc, à partir du moment où il a sa carte de résidence, lui, il peut, prendre un logement à l'année qui coûte largement moins cher, changer son permis, prendre une voiture, etc. etc. Ok. Tu aurais des stories de collab qui étaient en France et justement ils sont à Dubaï. Pour quelles raisons ils sont venus? Qu'est-ce qu'ils y trouvent aussi dans cette nouvelle vie? Parce que c'est une culture qui est différente, c'est beaucoup plus international. Ça a été quoi un peu leur thèse à eux? Franchement, très bonne question. Moi, j'appelle les collaborateurs curieux, c'est-à-dire que ils ont fait un peu de Suisse, un peu de Luxembourg, un peu d'Espagne, et ils se sont dit tiens, Dubaï, j'entends beaucoup parler, je vais faire un tour. Après, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la tête de ces gens-là. Est-ce qu'il y a... je vais développer aussi la même chose. Une fois sur LinkedIn, quelqu'un qui m'envoie un message. Expert comptable. Je m'installe à Dubaï avec ma famille. Est-ce que tu as un job, tu peux bosser dans ton cabinet? Je dis, c'est quoi ton objectif? C'est d'ouvrir le mien. Je dis, attends, mais je comprends pas. En fait, tu viens comprendre nos méthodos. Mais nous, on a eu des collabs. Mais on en a eu 2 qui ont tenté de dupliquer ou qui sont partis chez la concurrence dans des postes clés, tu vois. Ouais. Peu importe, tu ne seras pas d'Halftime, sans jeter des fleurs. Parce qu'on a tellement travaillé sur ce sujet-là, on a des collaborateurs qui sont ultra fidèles, on a différentes étapes. Tu ne pourras pas venir comme ça. Mais ça, on l'a. Puis tu as ceux, c'est très privé. Il y a on veut changer de lifestyle, il y a la sécurité, il y a les enfants, il y en a, c'est des raisons religieuses, il y en a, c'est des religions d'enrichissement. Tu sais, tu vas avoir un panel de personnes qui viennent pour un choix bien déterminé. Maintenant, aujourd'hui, moi, je mets un quid quand même à Dubaï. On ne sait pas comment ça évolue. Tu sais, il y a un mois, il y a des bombes qui passaient au-dessus du Qatar. Tu vois ce que je veux dire? Et je regardais les hôtels pour savoir si cet été je pouvais choper quelque chose. Divisé par 3 les prix. Ah oui, ok. Donc qu'est-ce que ça... On ne sait pas comment ça peut avancer. Il y a toujours une situation géopolitique qui est aux portes, qui se dit que est-ce que tu te vois 20 ans? On m'a posé la question. Tu te vois encore pendant 20 ans à Dubaï? Moi je dis je peux pas vous répondre. Si demain il y a un missile qui tombe, moi je prends le premier avion. C'est clair. La sécurité de ma famille en priorité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc c'est ça qui est important. Ok, hyper clair. D'ailleurs, je reviens un peu sur ton association. Avec ton associée, elle s'appelle comment? Jeanne. Donc, j'ai bien compris la complémentarité de vos 2 personnalités. Yes. Ça c'est bien intégré dans mon esprit. L'expert comptable, on dit souvent, c'est le médecin de famille, c'est celui qui accompagne le dirigeant, qui l'aide. Parfois, on est les cordonniers, les mal chaussés.
Mais c'est aussi intéressant de savoir sur quelle base aussi tu l'as choisi. Ou même elle t'a choisi pour justement que vous puissiez vous associer ensemble et concevoir l'histoire d'après. Est-ce que vous avez... je ne sais pas si ma question elle est claire, mais... J'ai très vite compris. Bon, bah c'est bon. Alors. Et en fait, tu l'as dit en intro, c'est la complémentarité de personnalité. En fait, moi, tu vois comment je suis très dynamique, j'aime beaucoup parler, je suis quelqu'un qui est très sociable, très avenant, mais il veut quoi avec sa TVA? Tu vois, c'est très saoulé et très vite sur des sujets qui pour moi j'ai déjà traité. Et c'est un peu ma personnalité. Si tu regardes mon parcours, c'est une fois que j'ai fait le tour, moi je... Oui, je vois ça en fait. Tu vois, c'est... T'as fait plein d'expériences. Plein de petits trucs, c'est bon, j'ai su tout faire, j'ai tout géré. Il y a quoi maintenant? What next, tu vois? Et si je vois que j'ai rien, bah moi je suis le premier à dire, je vais chercher autre part. Et en fait, le fait de moi d'être ce fameux associé qui va aller chercher du nouveau challenge, des nouvelles missions, de la nouvelle offre, de la nouvelle structuration, et c'est ce qui me stimule le plus. Tu sais, il y a celui qui construit le builder et t'as celui qui, on va dire, pérennise. Ouais, bien sûr. Moi, je suis plus dans la construction, elle pérennise plus le business. Et t'as elle qui est très calme, simple, qui veut éviter un max de communication, qui gère tout plus ou moins bien, qui est le sniper, on appelle ça. Et moi, la mitraillette, si on continue un peu sur cette lancée. Et truc très important, moi aussi, je suis quelqu'un qui est prêt à partir en guerre pour mon cabinet, mes collaborateurs, etc. Là où elle va être en mode, attends, on essaie de trouver une solution. Tu vois, c'est un peu c'est hyper intéressant. C'est deux personnalités totalement différentes. Là où ça pourrait créer de la friction, c'est de se dire, en fait, elle est tellement différente de toi, tu pourrais ne pas le comprendre. Ouais. Tu vois ou pas ce que bien je veux sûr. dire. Mais justement, comment tu arrives justement à bien s'imbriquer? Ouais. C'est quoi le skill qu'il faut développer pour ça? Moi, je pense que c'est se poser et c'est surtout écouter. Et elle a plus d'expérience que moi. Donc tu as cette humilité en fait et tu l'écoutes. Grosse humilité. Une personne qui a deux cabinets, qui a deux cabinets, qui a eu plus d'une trentaine de collaborateurs. Tu vas pas t'asseoir à sa table, tu viens d'arriver. Prends ta petite claque d'humilité. Samy, je t'explique, c'est comme ça, je l'ai vécu. Ok, d'accord. Par contre, Samy, moi les sites, je connais rien. Tu peux gérer. Okay. Le market, le client, est-ce que tu peux lui passer? Je peux gérer avec le client parce qu'il a pas compris les choses. Ok, je vais éteindre le feu. Allô, oui, ça va. J'avais entendu ça quelque part. Il faut pas chercher à avoir raison, il faut chercher à savoir qui a raison. Et donc, quand tu as cette façon de pouvoir écouter, si la personne te dit t'inquiète, voilà, et tu cherches pas à avoir raison et à imposer ton point de vue, du coup, ça facilite les... Je suis d'accord. Tout à l'heure, je t'ai dit, moi, j'étais prêt à partir en guerre, mais en grandissant, j'ai appris à choisir aussi mes guerres. Attention. Je sais pas si c'est parce que je suis marié, j'ai eu des enfants. T'as l'environnement, tout ça qui dit... Bon, je vais apprendre à choisir mes guerres, moi, aujourd'hui, je vais dire oui ou je vais rien dire, tu vois. Et j'ai appris sur les relations aussi, les relations humaines dans le travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand quelqu'un me dit quelque chose, on va sortir du cadre des associés, c'est que maintenant, je prends un tableau, je trace une ligne au milieu, je mets deux en tête, je mets mon intérêt et ton intérêt. Il faut que ça converge, en fait. Si je vois avec que ton intérêt, je suis lésé. Si je vois avec que mon intérêt, t'es lésé. Trouvons un truc. Et la même chose quand, avec les associés, on se pose et on réfléchit. Quel est l'intérêt du cabinet? Qu'est-ce qui pourrait lui desservir? C'est quoi qui t'a donné envie de rejoindre cette profession? Parce que ça, c'est une question que je pose normalement, traditionnellement à tous mes invités, mais je te l'ai pas posée à toi. En fait, on en a parlé aussi tout à l'heure, la pédagogie. En fait, moi, c'est un prof qui a tout changé. En première STG. Option comptabilité finance des entreprises. Tu vas rigoler. Hein. Ok. Je devais aller en STI. Ok. Je rate la rentrée. Oui, moi j'étais en Algérie, la piscine, la plage. Ah, cool. J'arrive 3 septembre comme tout le monde. Ils me disent non mais attendez, c'était le 25 août, t'as récupéré? Non. Du coup ils refusent tous les élèves. Aïe. Je dis quoi? Et en fait moi en deuxième vœu, c'était une surveillante qui m'a dit mets un deuxième vœu. Et j'avais mis STG, compta finance d'entreprise. Pourquoi compta? Mon père était restaurateur. Quand l'expert comptable est arrivé, c'était le roi. Je me suis dit, tiens, on va mettre ça. Peut-être je vais devenir un roi un jour. Et d'ailleurs, comment tu le voyais, justement? Alors, tu le voyais comme un roi, mais c'est quoi la relation que ton père, il avait justement avec l'expert comptable? Mais je me dis, expert comptable, avant, c'était l'homme à tout faire. Il arrivait en costard cravate au resto, il avait son plat, sa boisson, il lui donnait le chéquier. Ouais, d'accord. Ok. Et chéquier, la boîte à chaussures, la classique. Tiens, faut y aller le comptable, donne-lui la boîte à chaussures. Et le chéquier. Ok, d'accord. Faut qu'il paye quelque chose. Okay, payer la TVA, il payait... Grosse histoire, après je la raconterai trop marrante sur cet expert comptable. Et donc je fais première STG, j'ai un prof, monsieur Boifia, en fait je dirais que c'était une extension de l'éducation que j'ai eue avec lui.
Il nous a fait comprendre que l'école était très importante et qu'on pouvait prendre un ascenseur social par le biais de la comptabilité. Et donc je me dis, c'est sympa ce qu'il dit. Ouais, d'accord. Puis il commence à parler, son épouse elle est commissaire aux comptes, il a une belle voiture. Et en fait, il est... ça se voit qu'il n'a pas de problème. En fait, c'était ça. Il était prof et côté expertise, etc. Et donc, du coup, je fais 2 ans et je suis dégoûté de la compta. Je fais un BTS commerce international. Ok. Ouais, mais tu vois, il n'y a pas de hasard, vraiment. Hein. Tu comprends maintenant ça construit aussi ta personnalité que tu as aujourd'hui. Exactement. Je fais un BTS, j'ai une prof qui me prend sous son aile, mais vite, j'aime pas. C'est un an trop de blabla, je peux pas. Mais ça m'a appris à aller vers les gens. Ouais, d'accord. Premier challenge qui donne, genre au mois de novembre, tu vas dans un salon, tu dois signer un papier et faire une étude de marché. Ok. T'as 18 ans, tu ne sais même pas mettre un nœud de cravate. Ouais, je vois. Tu dois aller parler à des gens qui sont dans un salon en train de vendre des choses. Ouais, je vois. Grosse claque. Mais je m'y plais pas, j'aime pas. J'arrête, je travaille au resto pendant 6 mois, au resto de mon père pendant 6 mois. Je reprends mon BTS compta. Et là, en fait, quand j'arrive, je me dis, mais tout est simple. En plus, j'aime bien ce que je fais. Ok. J'avance, BTS. À la fin du BTS, je veux plus faire de compta. C'est la même histoire. Pendant un stage, il y a un mec qui me dit, mais pourquoi tu fais pas DCG après? Je dis, pourquoi je vais faire DCG? Parce que tu as des équivalences. Je rentre en DCG. Alternance. Je trouve une alternance. Je fais 2 ans d'alternance. Après DCG. Je veux plus faire de compta. Un master CCA m'accepte. Et on m'envoie une offre DSCG AFD chez EY. En gros, ils recrutent des gens dans un programme où tu es auditeur et ils te font passer aussi le DSCG. Je clique, je me dis, bon, accepté. Je vais là-bas. En genre 3 jours, je suis passé je bossais chez AIG, American International Group, à chez EY. Ok, trop ouf. Et là, tout se dessine. EY, tu grandis, c'est l'école après l'école. Mais je veux plus faire d'audit. Mais par contre, je vais toujours faire l'expertise comptable. Tu vois. Et là, je me dis, je vais me mettre dans l'expertise comptable dans un side plus conseil accompagnement. Donc, je rejoins un cabinet d'Affinity, ils font du DAF externe d'ailleurs à l'époque. Mais c'est surtout un cabinet digital, QuickBooks, etc. D'accord. Donc, je me dis, parfait, je rentre dedans. Power BI, je me forme en Power BI, j'essaie de comprendre un peu ces trucs-là. Puis après, je vais chez Penny Lane. Je vais pas chez Penny Lane parce que le digital m'intéresse. Je comprends un peu ce qu'ils sont en train de construire, ce qu'ils sont en train de faire. Et puis par contre, il me reste 1 an pour passer mon stage d'expertise comptable. Je me dis, c'est pas chez Penny Lane que je vais faire un truc. Donc je vais chez Inextenso. Café, hôtellerie, restauration. Le pire secteur du monde. Et là, franchement, je m'éclate. L'expert comptable, je travaillais qu'avec lui. J'avais pas de manager. C'était l'expert comptable et moi. Je prenais mon scout, j'allais chez le client, je récupérais ses pièces et on parle de business. Ouais, tu vois, là, je vais ouvrir là, je vais faire là parce que j'ai acheté un fonds de commerce, j'ai repris les murs. Et là, alors là, mais tu kiffes ce que tu es en train de faire. Ok, d'accord, je vois. Et c'est là où je passe mon diplôme. Vraiment, je suis décidé. Ok, d'accord. En fait, toi, tu n'es pas prédestiné à faire cette profession. Tu vas, en fait, finalement, au fur et à mesure, tu fais des échelons, t'en as marre, tu dis je vais faire autre chose, ou alors j'arrête. Mais quand même, c'est quoi qui selon toi, avec le recul, c'est quoi qui te tient quand même dans la filière? Je pense que c'est un ego. C'est en mode j'ai commencé, je finis. Ouais, d'accord, je vois. Je comprends. Il y a beaucoup de personnes, c'est le chemin qu'ils prennent aussi pour aller jusqu'au bout. Mais c'est pas un ego juste je commence, je finis le diplôme. C'est je commence et j'ai mon cabinet à la fin. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'entrepreneuriat. J'ai baigné dedans. En fait, c'est peut-être aussi ça joue aussi beaucoup. Hein. Le fait que moi, j'ai un père qui était entrepreneur et j'ai beaucoup pris comme modèle et je me suis dit, ah, mais moi aussi, enfin, il n'y a pas... De toute façon, c'est soit j'avais un resto ou soit... Donc, okay, bon, j'avoue, j'ai préféré expertise comptable, les varices et tout, c'est pas trop mon truc. Mais tu vois, j'ai pris le chemin d'expertise comptable et il fallait que j'aille au bout. D'ailleurs, ça t'a appris quoi d'être aux côtés de ton père, entrepreneur, restaurateur, gérer des gens, j'imagine du stock, de la marchandise, peut-être des nuits blanches ou de la difficulté. Qu'est-ce que ça t'a appris, ça? La relation client. Ouais. La relation client. Donc on revient à mon cabinet. En vrai, là c'est psychologique. Là. En EGPSy, c'est un peu le reflet en vrai de ce que j'ai appris quand j'étais derrière le bar. C'est ça, c'est que je me suis retrouvé à un moment donné où le client, tu négo genre 10 € de fees, le mec il est content, tu vois. En fait, ça je l'avais appris juste au moment où tiens, je t'offre un verre. Tiens, ça c'est gratuit. Tiens, le café il est gratuit. Ouais, je vois. Ça je l'ai appris là en fait, la relation client. Ok, hyper clair. Pour toi,
le bon expert comptable, en tout cas la bonne structuration de cabinet. En tout cas, non, c'est peut-être pas ça la question que je vais poser. C'est quoi les compétences que doit avoir, selon toi, aujourd'hui un expert comptable pour qu'il puisse aussi faire face à ces nouveaux besoins qui émergent? Tu vois, j'ai l'impression que avant, l'expert comptable, c'est un génie, il vient avec son carnet de chèques, vas-y, tu payes la TVA. C'est ça. Sauf que l'entrepreneur, peut-être que il est un peu plus éduqué maintenant, il recherche peut-être d'autres choses. Moi, à mon sens, l'expert comptable, et notamment en France, il faut qu'il soit sur 2 axes bien précis, ce qu'on appelle les split skills. Il faut qu'il soit spécialisé, je sais que ça va en faire parler beaucoup, mais il faut qu'il spécialise sur un secteur et il faut qu'il soit vraiment au fait de la digitalisation. Pour moi, ces 2 éléments-là, ça va te permettre de gagner en rapidité, en expertise. Et c'est tout ce que recherche aujourd'hui un entrepreneur. C'est-à-dire que beaucoup de fois, j'ai quitté mon expert comptable, il n'était pas rapide, il ne comprenait pas, je demandais des reportings, il ne savait pas. Il m'a fait un truc sur Excel, je ne sais pas, moi quand je vais sur Internet, je vois du Power BI, je vois de la BI, je vois des reportings qui sont ultra intuitifs. Donc en fait, pour moi, tu te spécialises, tu connais très bien ton secteur, c'est-à-dire que tu peux prendre tous les conseils inimaginables et tu pourras le traduire in fine par le biais de tableaux de bord que tu auras fabriqué et tu auras même gagné du temps. Tu vois. Et après, en plus, si on continue, c'est du déversement. C'est-à-dire que même en dessous, pour moi, ça va être le pôle de la double casquette des collaborateurs qui seront « j'ai du digital, mais je suis aussi bon relationnellement, mais je suis aussi très bon dans ce domaine de compétences-là ». Hyper clair. Tu es à 80% du temps sur Dubaï et 20% du temps en France. Il y a quand même cette volonté aussi de bien développer sur le marché français. Ouais. Comment on arrive aussi à jongler intellectuellement avec une fiscalité qui est différente, peut-être des besoins différents, des problématiques différentes. En France, c'est la facture électronique qui pointe le bout de son nez. Dubaï aussi. Ok. Q2 2026. Ok. Kiff, quoi. Ouais, c'est la même chose. Ok, bah écoute. Exactement. D'accord. Donc en fait, finalement, c'est un jonglage intellectuel qui se recoupe, quoi. C'est exactement ça. Ok, ça marche. Je vois ce que tu veux dire. En fait, et ça a été un gros challenge pour moi, et j'ai mis du temps à le comprendre. Et c'est pour ça que c'est important, dans chacune de nos filiales, je ne vais pas dire d'avoir sa Jeanne, mais d'avoir cette personne-là qui est le référent ultime sur les lois, sur les avancées. Et là, on pourra en parler et savoir comment on va le débriefer. Parce qu'en fait, aussi, le problème, c'est que l'expert comptable, on le prend toujours sous le prisme de l'expert comptable et jamais sous le prisme de l'entrepreneur. Parce qu'avant d'être expert comptable, en fait, on est des entrepreneurs en vrai. Bien sûr. On a nos gestions en interne, on a notre recrutement, on a notre marketing, on a notre métier en soi. Effectivement, nous, c'est pas de faire des baguettes, on n'est pas boulanger, mais c'est d'être au fait sur la loi et de pouvoir l'appliquer et de l'expliquer à nos clients. En vrai, c'est ça, on est des traducteurs, nous. Tu vois. Et donc, pour moi, c'est important de mettre ce qu'on appelle le relais compétences dans chacune des filiales que je pourrais avoir moi aujourd'hui. Et si j'en ai pas, j'ouvre pas. C'est pas possible. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si j'ai pas de création de valeur, si j'ai pas ce relais compétences, je fonce droit dans le mur en fait. Bah justement, prenons ce cas d'usage. Tu vois, si tout se passe bien, vous ouvrez au Maroc. C'est quoi la thèse? Comment on fait pour ouvrir un bureau au Maroc? Comment ça marche? On met qui? Comment on développe? C'est quoi la structuration? C'est ça. Pour passer de 0 à 1? En fait, ça c'est venu par une de mes anciennes managers qui m'a dit, Samy, moi je suis ultra partante qu'on mette une antenne au Maroc, pardon, je vais dire Dubaï, au Maroc. Et en fait, j'aimerais bien que ça soit fait sous Daftime, parce que là, tu es clairement dans le pitch qu'on vise. Et le Maroc, aujourd'hui, économiquement, je t'apprends rien. Tu dois être harcelé de pub, venez investir en immobilier, c'est pas un hasard. Okay, on a les gros groupes qui sont situés là-bas, il y a des choses à faire. Demain, on vise... l'Algérie, qui est en train de suivre aussi une dynamique économique de folie, mais qui est très compliqué de s'y installer, et ben nous, on va travailler pour justement faciliter cette installation-là. Le Sénégal. Tous ces pays-là, ils ont un potentiel énorme. Et nous, ce qu'on recherche, c'est un relais. C'est pour répondre à ta question, c'est un relais qui aura le domaine de compétences en interne, qui, si possible, est inscrit à l'ordre sur place, pour que, entre guillemets, quand quelqu'un vient, que je sois dans la Réunion ou que ça soit Stéphane qui est sur Paris, Amiens, que ça soit Jeanne, en fait, on pourra tous discuter ensemble parce qu'on va tous se comprendre. Ouvrir un pays dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, avec une réglementation qu'on ne connaît pas, ça peut faire peur. Bien sûr. Comment du coup, tu casses un peu ce verrou et tu passes au-delà de la peur? Là, pour moi, l'expert comptable français, il a tout à jouer.
L'épreuve de révision légale, on arrive avec des valises. Hein. Ça veut dire qu'on est prêt à chercher les documents. En fait, en vrai, l'épreuve, c'est quoi, révision légale? C'est pose-moi la question, je vais trouver une réponse. Ouais. En vrai, c'est ça. Et donc, nous, on a passé tout ça. Je crois vraiment que dans le monde entier, j'ai peur d'une fiscalité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il n'y a rien. En France, je le répète encore, il y en a, ils viennent avec même des étagères pour te dire. Parce que, pose-moi ta question, je vais répondre. Et là, c'est exactement la même chose. Sauf que effectivement, pour moi, tu peux pas dire dès le premier mois, tu t'installes, t'es bon. Moi, je leur requiers, je leur dis, les gars, posez-vous, venez, on fait, en l'occurrence, on utilise Notion pour ça, un petit glossaire ou je dirais une ressource documentaire sur comment, c'est quoi les taxes d'une entreprise, qu'est-ce qu'on a, comment c'est traité juridiquement, socialement. 3 pôles. Toi, c'est vraiment ton côté pédagogue, hein, tu vois, qui ressort, quoi. C'est important. Ouais, je vois. D'ailleurs, je pense qu'on a fait une étude un jour sur les compétences que devait avoir un expert comptable. Il y a vraiment ce volet pédagogie, en fait. Hein, tu vois. En fait, je le répète encore, on est des traducteurs. Traducteurs de la loi, traducteurs du bilan. Hein, on s'appelle médecin souvent, c'est vrai, parce qu'on arrive à diagnostiquer, mais on traduit, en fait. On te dit, voilà ce qui va pas. Voilà la loi, attention à ça. Il y a ça qui est... ça va s'impacter. Donc, on est vraiment des traducteurs aujourd'hui d'entreprise et notre premier... bon, c'est apprendre, bien sûr, mais c'est surtout transmettre. Première compétence, important. À quoi ressemble ton quotidien, à toi, ta vie Et je t'enverrai une vidéo, ça va te faire rire. Ouais. Mais effectivement... Est-ce que c'est mode influenceur Non, pas du tout, justement. Tu vas rigoler. Je vais te l'envoyer, tu vas rigoler. Tu vas même la poster, tu verras. Mais c'est non, pas du tout. En fait, il y a des périodes, OK? Il y a des périodes, c'est très compliqué. Des périodes où on se lève très tôt, on finit très tard parce qu'on a plein de choses. On a plein de choses à régler, on a plein de choses à voir, on a des rendez-vous clients qui s'éternisent. On a en interne, un salarié, ça va pas. Tu sais, t'as des périodes comme ça. Et t'as des périodes où... c'est les périodes qui me font le plus peur, entre guillemets, entre nous. Ce qui me fait le plus peur, c'est quand je me dis, je suis tranquille là. Je sais qu'à 20h, je vais recevoir un mail. J'ai pas reçu ce truc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une classique, tu vois. Donc, moi, sur Dubaï, ou même en France, ou même Maroc, Algérie, Sénégal, UK, ce que tu veux, le métro boulot dodo est le même pour tout le monde. On va se réveiller, on va ramener nos enfants à l'école, on va aller au bureau, on va travailler, il y aura nos coups de gueule, il y aura nos réunions, il y aura nos moments de joie. On va rentrer à la maison, on va manger, on va dormir et ça sera ça toute la semaine. Oui, le lifestyle, il change. Mais là, aujourd'hui, on est à Nice, tu peux aller à la plage, comme moi, je peux aller à la plage. Tu vois, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai pas de Ferrari, j'ai une voiture chinoise, moi, là-bas, tu vois. J'ai pas de... je sors pas dans les endroits, j'essaie de faire plaisir à mes enfants. On va dire, mon train de vie, c'est ça aujourd'hui. Tu vois, j'ai pas de... j'ai pas d'extravagance. C'est ça, si c'est ça le sujet. Peu importe, et ça j'en parle avec tout le monde, même ceux qui sont installés au Qatar, en Arabie Saoudite, des confrères, ils me disent c'est métro boulot dodo, on travaille toute la journée. C'est quoi ta vision là pour demain? C'est quoi le groupe que tu rêverais de créer? Tu sais que je me suis jamais posé la question. Et là, si je te réponds à froid, c'est de pouvoir... En fait, c'est se dire que si demain je me retrouve dans un pays et que je veux entreprendre, je me pose pas la question. Comme là, aujourd'hui, on se pose pas la question quand on a un truc, on va sur ChatGPT. Je me pose pas la question, je vais aller voir Daftime. Ils vont m'expliquer comment ça va fonctionner. Hyper intéressant. Hyper clair. Je parle pas trop souvent de KPIs, d'indicateurs de performance que les experts comptables analysent. Toi, t'es entrepreneur. C'est quoi ton tableau de bord à toi pour voir un peu c'est quoi le poumon de ta boîte? Moi, ça va te faire rire, mais moi, ce que je regarde, c'est le chiffre d'affaires, nombre de clients. Okay. Et après, bien sûr, le résultat, tu vois. Mais c'est exactement ce que je regarde. Et surtout le MRR. Je le regarde souvent, très, 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 très souvent, parce qu'en fait, c'est à partir de ça où je structure, moi. Je sais comment je peux recruter, je sais comment on peut changer de bureau, je sais comment on fait. Nous, les targets, on les expose au cabinet. On me dit, les gars, là, on est passé, moi, je peux te le dire, mais aujourd'hui, on est environ à 250 clients au bout de 2 ans. Le but, c'est qu'à la fin d'année, on soit à 400.
Et on suit la target, en fait, tu vois. Et ça se traduit après par du chiffre, par des résultats, par du MRR, etc., etc. Donc moi, aujourd'hui, c'est vraiment ce que je regarde tout le temps. Et je la saoule, Jeanne, avec « Tiens, regarde ce qu'on a fait. » C'est un peu des trucs « Ah, top, on a rentré un nouveau client, etc., etc. » Mais c'est ce que je suis. Et surtout, le second, c'est plus une dimension humaine. C'est le nombre de dossiers par collaborateur. Oui, certes, le travail est plus simple, mais n'oublie pas que comme c'est des customer success, les gars, ils parlent du coup, imagine, tu les charges à 80 ou 100, ils parlent à 100 personnes. Ouais, non, c'est pas possible. Comme tu l'as dit tout à l'heure, forcer la relation client, donc entre guillemets, tu les obliges à aller les contacter, mais donc tu peux pas faire ça. Si je leur dis de tous les appeler une fois par mois, sans appel, je les passe en combien de temps? Ah oui, non, c'est clair. Je mets 2 semaines, en fait. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est très compliqué aussi. Donc voilà, c'est pour te répondre. Et tu le connais, celui de Jeanne? Du coup, est-ce que ce serait quoi, elle, son tableau de bord? Est-ce que tu le sais ou pas? Elle, c'est rentabilité dossier, c'est ce que tu parlais, tu vois. Ouais, et bah, ça se complémente. Tu vois, c'est ce que... T'en étais sûr. T'avais déjà la réponse sous les yeux. Elle, c'est plus ce côté... ouais, attention, faut pas qu'on le surcharge. Je sens que ça va pas. Donc, ok, c'est bon, on arrive à être rentable dessus, il y a aucun souci. Samy, par contre, lui, appelle-le parce que ça va pas. Bien sûr, c'est qui doit appeler pour dire que je dois augmenter les zonos, c'est Samy. Tu vois. Donc, c'est elle, ça, c'est ça son tableau de bord. Ok, hyper clair. On arrive déjà à la fin de cet épisode, mon cher Samy. Ouais. Je termine toujours par mes épisodes avec une question traditionnelle maintenant. Est-ce que la vie t'a appris quelque chose ou une rencontre t'a appris quelque chose que tu pourrais partager à nos auditeurs? Ça peut être un truc perso, professionnel, peu importe, qui pourrait s'adresser à des jeunes ou des moins jeunes. Bah, je pense que là où moi, ma vie a basculé, c'était le jour où j'ai pris conscience justement à l'école. C'est là où j'ai compris. En fait, quand on est petit, on a grandi en banlieue, on a 2 portes qui s'ouvrent. On a le banditisme, vendre de la drogue, aller voler, et tout ce qui s'ensuit. On a soit l'école, pour certains le sport. Et le fait que le jour où un prof s'est posé devant nous, donc je le répète encore, M. Bouaffa, il nous a dit que la vie, elle n'est pas aussi simple, que si vous ouvrez cette porte-là, que vous n'allez jamais dormir sur vos 2 oreilles, citez-moi un mec qui est encore en vie et qui a ouvert cette porte. Et bien là, en fait, ça fait tilt dans nos têtes, dans ma tête personnellement. Et c'est là où je me suis dit, je dois aller au bout. Pour moi, c'est une belle sagesse parce que, tu vois, le mentor, quel qu'il soit, comme on pourrait le voir ou l'imaginer, en tout cas le prof, il a vraiment une responsabilité qui est incroyable. Mais parce qu'il peut créer des vocations ou pas, mais en tout cas, il peut te mettre sur un chemin qui pourrait être bon pour toi. Bien sûr. Souvent, on parle de l'éducation nationale, des profs qui sont minables, etc. Oui et non, il y a des bons et des mauvais partout. Mais il faut savoir que, et je pense qu'il va y avoir des profs qui vont écouter ce podcast, que si vous avez la possibilité à un moment donné de pouvoir mettre des étoiles dans les yeux d'un seul élève, je pense que vous avez réussi votre job. Masterclass. Merci, mon cher Samy, en tout cas, d'avoir participé à cet épisode. Mille merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous souhaitez retrouver Samy, je vous mets le lien de son cabinet en description, mais aussi son profil LinkedIn. Si vous avez kiffé cet épisode autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser, eh bien, n'hésitez pas à mettre la barre des 5 étoiles partout, faire péter les likes et partager à tout le monde. Mille merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!